Maître Jean-Marc Liling, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directeur du CIMI, du Centre international pour la migration et l'intégration, et qu'à ce titre, vous êtes donc extrêmement impliqué dans le dossier qui est à l'ordre du jour, plus que jamais aujourd'hui, dans l'actualité israélienne, des migrants africains, des réfugiés africains. On n'a toujours pas décidé comment les appeler. Bien entendu, on parle beaucoup de ces migrants africains au cours des derniers jours et des dernières semaines, en particulier autour d'une campagne qui s'inscrit, on va dire, autour de cette journée internationale de la Shoah, visant à mobiliser des rescapés de la Shoah en faveur de ces migrants, et cela donne, et c'est la première question que je voudrais vous poser, cela donne parfois le sentiment que l'on fait des comparaisons entre le sort des rescapés de la Shoah et le sort, c'est-à-dire pendant la Shoah, et le sort de ces migrants en Israël, alors que tout de même, vous conviendrez avec moi que l'on ne peut pas véritablement comparer les deux cas. Alors écoutez, moi je ne suis pas responsable de ce que disent les uns et les autres, mais je ne compare personnellement jamais avec la Shoah. Je crois que ce qui est dit, et ce qui est dit plus souvent que ceux qui comparent avec la Shoah, c'est de dire que pour un peuple qui a vécu la Shoah et que d'une manière générale, historiquement, a vécu des persécutions, a connu le sort d'être un réfugié, on ne peut que s'indigner des propositions du gouvernement d'envoyer des gens qui sont des demandeurs d'asile de pays qui sont extrêmement à risque dans un pays tiers, sans savoir quel est ce pays et quelles sont les conditions qui l'accueilleront. Et si on met dans l'hypothèse, parce que c'est ce dont on parle du Rwanda, oui, et qu'on fait référence aux investigations qui ont été faites ces derniers mois, ces dernières semaines, par rapport aux demandeurs d'asile africains qui sont arrivés au Rwanda et qui n'ont pas pu y rester parce que les conditions d'accueil n'existaient pas et que, bien au contraire, on les a mis en danger en les envoyant là-bas. Alors oui, il faut qu'il y ait une sensibilité, un réveil sur le danger dont nous serions la cause en les envoyant dans ces pays, dans ce pays en l'occurrence. Non, mais tout de même, je comprends bien, mais ce sentiment, et c'est une campagne qui a été menée, si je ne m'abuse, essentiellement par le Yediot Aharonot au cours des derniers jours, des 10 derniers jours, cette volonté de faire un lien entre la Shoah, alors que l'on parle justement de cette journée internationale de la Shoah, et le sort des réfugiés, c'est quand même problématique, pour ne pas dire quelque peu malsain, n'est-ce pas ? Écoutez, encore une fois, il ne s'agit pas d'être malsain, mais il faut que les gens qui connaissent leur histoire, en l'occurrence notre histoire, soient capables de regarder quelles sont nos sensibilités propres. Et peut-être d'en attendre plus du peuple d'Israël, du peuple juif, sur les questions des réfugiés. Et encore une fois, en ce qui me concerne, je ne fais que référence même au texte du judaïsme qui parle du traitement de l'étranger, surtout quand il est en danger et qu'on sait. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a ce texte et il est mis en avant par tous les intervenants. On le voit, qu'ils soient de gauche ou de droite, et souvent même par des gens non religieux qui soudain redécouvrent la religion uniquement à travers ce verset qui dit comme tu étais étranger en Égypte, alors respecte l'étranger. C'est quand même tout de même assez stupéfiant que on ne se souvienne des règles du judaïsme que lorsqu'il s'agit d'humanisme et peut-être pas d'autre chose. Vous ne pensez pas que c'est un peu biaisé le débat lorsque certains s'expriment de la sorte ? Écoutez, je ne peux que appeler de mes souhaits que le peuple juif en Israël qui est revenu à Sion puisse avoir au moins une culture juive qui fait référence à des valeurs juives. Alors, s'ils pratiquent le judaïsme ou non dans leur quotidien, peu importe. Oui. Mais en ce qui concerne, encore une fois, un langage, moi, plus souvent, j'ai entendu le verset qui citait sur le fait de pas rendre à son maître l'esclave qui serait en danger. Pour moi, c'est beaucoup plus une formule beaucoup plus adéquate parce que je crois que les valeurs du judaïsme pointent non seulement à ne pas faire à l'autre ce qu'on a vécu soi-même, mais vraiment une responsabilité morale qui relève le débat et qui en attend
plus du peuple juif peut-être que des autres peuples. Oui, et moi, je n'ai aucun problème avec ces citations. Non, je n'ai aucun problème. Parce que les mêmes qui font ces citations lorsque c'est des analystes politiques, lorsque ce sont des journalistes, ce sont on va dire des universitaires ou des intellectuels, eh bien, ce sont aussi les premiers à dire qu'il faut laisser à chacun le soin de respecter son Shabbat. Alors, comme il le souhaite. Alors, il peut y avoir parfois un mélange de genres, mais enfin bon, ce n'est pas exactement le débat. Ce que je voudrais, le point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, en ce moment même, on parle, et puis pas plus tard, je le disais dans les titres, pas plus tard qu'hier, à la commission de l'intérieur de la Knesset, le ministre de l'Intérieur a expliqué qu'il y avait, au niveau des chiffres, qu'il y avait aujourd'hui près de 38 000 infiltrés, réfugiés en Israël, qui étaient arrivés illégalement en Israël, sur les 64 000 qui sont arrivés, on va dire, au paroxysme depuis 2006, et qu'il y avait eu en particulier, c'était peut-être une volonté de sa part de montrer que l'État d'Israël tenait compte d'une certaine problématique, et comme par exemple des réfugiés du Darfour, qu'il y avait eu ce mois-ci, en tout cas le mois de janvier, quelques 700 réfugiés du Darfour qui avaient été reconnus, qui avaient bénéficié du statut de résident temporaire en Israël. C'est la preuve, d'une certaine manière, veut dire le ministre de l'Intérieur, que l'État d'Israël tient compte aussi d'une réalité lorsqu'il s'agit de problèmes, par exemple dans le Darfour. Est-ce que je me trompe ? Alors replaçons ces chiffres dans le contexte. En effet, il y a eu 65 000 au maximum environ qui venaient principalement du Darfour et d'Érythrée. Sur aujourd'hui, on vous dit 38 000, moi je me dis même 37 000, plus les enfants, parce qu'il y a environ 5-6 000 enfants qui sont nés de ces familles érythréennes et soudanaises. Il y a environ 15 000 personnes qui ont fait des demandes d'asile, en bonne et due forme, des demandes individuelles. Oui. Et sur cela, en 5-6 ans, le gouvernement n'a trouvé le temps de regarder environ que 5-6 000 demandes et accordé le statut au sortir d'une procédure individuelle à 11 personnes. C'est cela. Les autres, les centaines de personnes dont vous parlez, peut-être c'est maintenant la pression du gouvernement qui veut lâcher un peu de lest pour montrer qu'ils font quelque chose, et ils donnent de manière complètement arbitraire, parce que pas au sortir d'une demande d'une procédure individuelle, des visas temporaires, en effet, surtout à des ressortissants du Darfour. Or, encore une fois, moi, ce que j'exige du gouvernement, c'est qu'il y ait une procédure en bonne et due forme. Si le gouvernement est convaincu qu'une grande partie des Africains qui sont arrivés en Israël ces dernières années ne sont pas des réfugiés, à nous, à l'État d'Israël, de faire cet examen en bonne et due forme. Et peut-être, en effet, il y aura une large proportion de ces personnes qui ne seront pas reconnues en tant que réfugiés. Et alors, que devra-t-on faire d'eux après ? Que devra-t-on faire d'eux après ? Eh bien, libre au gouvernement de décider quoi en faire. Mais une personne qui n'est pas C'est-à-dire que vous comprendriez que le gouvernement, par exemple, prenne la décision de les expulser après avoir repoussé, par exemple, leur demande de reconnaissance de... Oui, à condition que cette procédure soit transparente et soit à un niveau qu'on attendrait d'un pays qui se respecte, un pays de droit, un pays qui respecte l'état de droit et la convention qu'il a lui-même signée. Or, si on regarde encore une fois 11 personnes qui ont été reconnues en 5-6 ans au bout d'une procédure individuelle, alors que les ressortissants du Darfour et de l'Érythrée surtout sont reconnus à plus de 85% dans d'autres pays du monde, il y a là un écart qui est inacceptable et qui pose au moins beaucoup de questions à l'État d'Israël, à son système de non-reconnaissance des réfugiés. Alors, pour revenir sur la problématique, et en tout cas ce que l'on ressent au sein de la société israélienne autour de cette décision du gouvernement d'expulser les migrants africains, il y a une déclaration ces derniers jours du grand rabbin d'Israël, Rav David Low, qui a clairement dit, eh bien, dans ce genre de situation, Aniye Ircha, c'est aussi un principe, on va dire, du judaïsme, Aniye Ircha Kodmim, c'est-à-dire que
tu dois tenir compte avant tout des habitants de ton pays, en leur donnant la priorité sur les réfugiés, sur les migrants. Et je suppose que le grand rabbin faisait allusion aux habitants, par exemple, du sud de Tel Aviv, qui vivent aujourd'hui dans un environnement où il y a un nombre important de migrants africains et qui l'ont déjà exprimé à de diverses reprises, eh bien, se sentent menacés, ne se sentent pas en confiance dans leur propre quartier, dans leur propre ville. Alors, d'abord, pour interpréter ce verset Aniei Hakodmim, il est très très important, mais pour moi, les pauvres de notre ville sont bien les pauvres de notre ville. En l'occurrence, et les habitants du sud de Tel Aviv qui y habitent depuis des années et qui ont été délaissés depuis des décennies et des décennies, et aucun gouvernement n'a rien fait pour investir au sud de Tel Aviv pour changer la situation là-bas, et à la rigueur la construction de la gare centrale, de la gare routière là-bas n'a que amené plus de problèmes au gouvernement, au quartier, et rien n'est fait depuis des décennies. Donc déjà, bon, mais dans nos pauvres, chez nos pauvres, pourquoi ne pas considérer que les personnes qui sont arrivées, qui frappent à notre porte et qui demandent de l'aide et demandent l'asile, ne seraient pas nos pauvres aussi? Pour moi, il n'y a aucune contradiction. Excusez-moi, ça ne dit pas Yehudim Aniyim Kodmim. Ouais. Ce n'est pas marqué Aniyei Ira Kodmim. Alors, je ne sais pas, moi je ne suis pas le grand rabbin d'Israël. Parce que alors, il n'y a pas écrit effectivement les Juifs pauvres, mais il y a écrit les pauvres de votre ville. Il faut qu'ils soient vivants il faut qu'ils vivent dans cette ville. Et il est naturel. Est-ce que je me trompe, ou il est naturel que l'on ait plus de sympathie, que l'on ait plus de proximité avec des gens qui sont dans la difficulté, s'ils sont par exemple citoyens de la même ville, s'ils sont membres s'ils habitent dans votre ville, s'ils sont vos voisins, plus que s'ils viennent de l'étranger. Est-ce que c'est pas un sentiment tout à fait humain et logique? Mais bien sûr, mais encore une fois, d'abord, il est évident pour moi et pour toutes les personnes qui essayent de défendre les réfugiés en Israël que ce n'est pas le sud de Tel Aviv qui a porté ce poids seul. Le gouvernement aurait, dès le début, dû non pas envoyer les gens directement au sud de Tel Aviv, et c'est ce qui s'est passé, mais bien aurait dû les répandre sur tout le pays et faire assumer à toute la population israélienne le poids d'accueillir des réfugiés. Mais vous savez, encore une fois, si c'est un devoir moral, il n'y a aucune raison de faire porter ce poids aux personnes les plus défavorisées en Israël. On est absolument d'accord sur ce point. On est absolument d'accord sur ce point. Mais il faut bien avouer aussi que c'est une question de quantité, une question de nombre. On se souvient par exemple que dans les années 80, au début des années 80, lorsque Begin avait accueilli des boat people, il en avait accueilli quelques dizaines, et on avait vanté, on avait quelques centaines, et on avait vanté à l'époque donc l'humanité de l'État d'Israël. Mais lorsque ceux-ci viennent, et pour beaucoup, eh bien, parce il ne faut pas se leurrer, beaucoup viennent essayer de trouver une amélioration de leur situation économique et viennent en Israël pour cela, eh bien peut-être qu'il ne faut pas être complice de ce genre de démarche. Ce sont des gens qui sont arrivés, qui ont quitté leur pays pour essayer de trouver une meilleure qualité de vie ou une amélioration. Si on parle de cela, il y a depuis environ 2 ans des dizaines de milliers, on parle d'environ 20 000 personnes qui sont arrivées d'Ukraine et de Géorgie en tant que touristes, et qui le lendemain de leur arrivée vont présenter une demande d'asile. On sait pertinemment que ces gens viennent pour des raisons économiques. Or, on ne parle pas de les expulser eux, et on ne parle pas de traiter leur dossier de manière expéditive. Alors qu'on sait pertinemment qu'il n'y a pas de problème de réfugiés aujourd'hui. Eh bien, il faut effectivement, ni en Géorgie, etc. Encore une fois, il y a un dysfonctionnement du système, et c'est à nous de prendre nos responsabilités, l'État d'Israël et toutes les associations, et en général le peuple d'Israël, sur le fait que, encore une fois, un migrant économique qui rentre illégalement en Israël n'a pas le droit de citer dans ce pays, à moins qu'on considère que c'est important. Mais il faut quand même replacer dans le cadre dans lequel on se trouve actuellement. Il n'y a pas de problème de chômage en Israël, et Israël est demandeur de travailleurs. Israël, chaque année, importe une main-d'œuvre d'Asie, d'Europe de l'Est, de beaucoup de pays, légalement, parce qu'on a besoin d'eux. Et aujourd'hui, même dans des métiers très très spécialisés, de plus en plus, même dans le high-tech,
on cherche à faire venir des travailleurs. Israël est en manque de travailleurs. Donc ce n'est pas un problème économique et ce n'est pas un problème de main-d'œuvre et ce n'est pas un problème de chômage. Il y a, encore une fois, une question de base. Dans quelle mesure est-ce qu'on respecte les valeurs qui sous-tendent la Convention sur le statut des réfugiés qu'on a été parmi les premiers pays à signer? Et deuxièmement, dans quelle mesure un pays qui se dit juif soutient des valeurs d'accueil de l'étranger. Encore une fois, le peuple d'Israël peut décider que ce pays n'appartient qu'aux juifs et qu'on n'accueillera que des juifs. Ça peut être une décision du gouvernement sous-tendue par des élections libres, bien entendu, et démocratiques, qui amènent au pouvoir, sur ces questions-là, des partis qui diraient « nous ne voulons pas de non-juifs dans notre pays », mais alors qu'on arrête aussi d'importer une main-d'œuvre bon marché qui vienne travailler chez nous. Il faut avoir une certaine cohérence dans nos messages et dans la manière dont on traite l'étranger en Israël. Et alors, bien entendu, si c'est le message que nous renvoyons au monde, il faudra aussi dire pourquoi faire venir des touristes non juifs aussi. Pourquoi ? Je dois avouer que, effectivement, en dialoguant avec vous, eh bien, on comprend que la situation est bien plus complexe que l'on ne peut la comprendre à travers la lecture des quotidiens israéliens. Je vous remercie en tout cas, Maître Jean-Marc Lilling, de nous avoir éclairé sur cette situation complexe donc, des migrants africains en Israël et sur le risque d'expulsion dans le cadre d'une décision du gouvernement. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour répondre à nos questions et bonne journée. Merci.